Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, nous écouterons Claire Tardivelle. Claire Tardivelle nous présente le concert de tout à l'heure à 16h à l'église Saint-Denis de Sainte-Adresse. C'est un concert d'orgue et elle a été l'instigatrice de restauration de nombreux orgues en France. Elle est d'une famille musicienne. Elle nous en dira davantage. Nous entendrons également une rencontre que j'ai faite au LH Forum, celle de Benoît Carlier, vice-président de l'association Le Grenier, et nous entendrons une toccata dite dorienne in D minor, BWV 538, joué par André Isoire. André Isoire est un homme important. Il est décédé en 2016 à l'âge de 81 ans. Il était compositeur, professeur d'orgue et d'écriture musicale, expert en facture d'orgue, spécialisé dans les orgues anciennes, membre de la commission des orgues des monuments historiques, musicologue, mais également fin connaisseur et interprète de la musique d'orgue classique. Il a enregistré une intégrale de l'œuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach, qui a été rééditée récemment en 2014 chez la Dolce Vita. Il faut dire que son enseignement porte notamment sur l'art subtil du toucher. Il veut interpréter l'œuvre dans toute sa pensée, faire oublier les aspects mécaniques, appréhender les finesses du discours, et il maîtrise une technique fluide qui, pour lui, est toujours nécessaire dans l'interprétation musicale. Allô, Claire Tardivelle ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle effectivement pour un entretien en respectant les consignes sanitaires, donc c'est par téléphone. Mais alors, je vous présenterai peut-être parce que vous êtes passionné d'orgue et que vous êtes à l'instigation de restauration de plusieurs orgues. Oui, tout à fait. Donc j'ai cette passion qui est l'instrument orgue. Oui. Et depuis de nombreuses années, j'ai à cœur de faire vivre ou revivre ce patrimoine. Donc j'ai suscité la restauration de plusieurs instruments. Oui. Il faut dire que votre famille était musicienne ? Voilà, je suis née dans un bain de musique. Oui. Mère pianiste et jouant de l'harmonium à défaut de jouer de l'orgue, oui, puisque l'instrument qui a éveillé ma curiosité est un orgue que je n'ai encore jamais entendu. C'est l'orgue de mon village natal en Bourgogne, à Cruzy-le-Châtel. Oui. D'ailleurs, vous avez fondé, je crois, une association là ? Il y a donc une association pour la restauration de cet instrument, oui, qui s'appelle Renaissance des orgues Paul Chazelle, oui, qui était un des facteurs, le facteur, on peut dire, de Lyon, oui, au XIXe siècle. Donc, il a construit beaucoup d'instruments dans cette région, oui, et très peu nous sont parvenus en état. Et donc, depuis 15 ans, nous travaillons à gagner, bien sûr, de l'argent et organisons de nombreux concerts pour la restauration donc de l'orgue. Oui. Et le projet actuellement est en voie d'aboutir puisque nous sommes parvenus à obtenir son inscription au monument historique, et étant soutenu bien sûr par la nouvelle municipalité dans les très proches à venir, les travaux pourront commencer. Ah, voilà. Eh bien, peut-être vous êtes non pas tout à fait sur les pas de Pont-au-Mur, cette petite ville d'Auvergne qui a inventé le festival Bach en Combrailles. Ils ont non pas restauré, je crois, mais construit de toutes pièces un instrument sur le modèle d'un orgue allemand. Vous aussi, je crois, vous avez fait des voyages en Allemagne sur les pas de Bach ? Exactement. D'ailleurs, c'est, on va dire, l'élément déclencheur, oui, de mon action autour de l'orgue. Oui. Et j'ai vu effectivement le modèle qui a inspiré l'orgue de Pont-au-Mur, qui est donc dans une des villes où Jean-Sébastien Bach a vécu.
Donc il y a une vingtaine d'années, enfin il y a 20 ans exactement, en l'an 2000, où nous fêtions donc le 250e anniversaire de la disparition de Jean-Sébastien Bach. Oui. Un voyage organisé par le festival Toulouse les Orgues, Oui. donc en Allemagne, pour découvrir tous les lieux où Bach avait vécu, ou les orgues sur lesquels il avait joué. J'ai fait beaucoup de photographies. D'ailleurs, j'ai toujours photographié le patrimoine. Oui. Et là, j'ai vraiment eu envie de partager ce que j'avais ressenti dans ce voyage, ce qui m'a conduit à réaliser une exposition sur les pas de Jean-Sébastien Bach, qui a déjà été donc montrée au festival Toulouse les Orgues, et que je propose de découvrir à l'église donc de Sainte-Adresse, à l'église Saint-Denis de Sainte-Adresse, le week-end prochain. Voilà, donc d'ailleurs il y a un concert. Eh bien, il y a un concert qui est totalement en écho avec les photographies que j'ai réalisées. L'organiste donc Alain Bouvet, co-titulaire de l'orgue mythique Cavaillé-Coll, on va dire, de l'abbatiale Saint-Étienne de Caen, a fait le même voyage il y a 2-3 ans, en compagnie d'un ami, Camille de Vernante, homme de lettres et de théâtre, et ils ont eu l'idée de monter un spectacle où les œuvres de Jean-Sébastien Bach s'entremêlent avec le texte, et c'est ce concert lecture que nous vous proposons dimanche à 16h. Voilà, donc on va peut-être se donner rendez-vous pour 16h, mais je voudrais vous poser d'autres questions. En particulier, je crois que vous animez une émission de radio sur l'orgue. Exactement, donc sur Radio Albatros depuis bientôt 1 an. Je participe donc à l'animation d'une émission qui s'appelle Orgues en scène. Alors ce sont les orgues, bien sûr, le long de la Seine, mais pas que. Nous avons voulu mettre, avec mon ami Christian Barrault, l'orgue au devant de la scène. Et donc nous abordons divers sujets, les orgues normands bien sûr, les orgues réalisés par certains facteurs, les orgues d'une époque, des émissions sur des compositeurs ou des organistes. Bon, les sujets sont très variés. C'est une émission mensuelle ? C'est une émission mensuelle, voilà. Le thème est mensuel, mais diffusé chaque semaine à des horaires différents pour toucher différents créneaux de public. Est-ce que vous pourriez justement me parler un petit peu des qualités peut-être de cet instrument particulier? Je dis particulier parce qu'il a une histoire qui est quand même liée évidemment aux usines ou aux lieux de culte, à la religion. Alors l'orgue en général, bien au départ, l'orgue chez les Grecs était un instrument qu'on jouait dans l'arène, dans les cirques. Il est rentré dans l'église au Moyen-Âge, et petit à petit est devenu effectivement l'instrument représentant à la fois la puissance de l'église, ou chez les protestants un petit peu l'instrument qui représente dans le temple la voix de Dieu. Mais donc les orgues se sont effectivement essentiellement développés dans les églises, et bien sûr adaptés à chaque édifice et à chaque acoustique. C'est ça le propre de l'orgue, c'est qu'il n'y en a pas deux pareils, et c'est l'art du facteur d'orgue de construire l'instrument en fonction de l'édifice dans lequel il se trouve. Ah oui, c'est intéressant, Et donc pour moi, c'est l'élément vivant d'un patrimoine, essentiellement. Mais on a trouvé des orgues, il y a eu des orgues dans les cinémas, par exemple. À l'époque du cinéma muet, c'est un organiste qui improvisait sur le film. Ah, entendu. Et puis l'orgue est appelé, je pense, à sortir aussi de l'église. Il y a des projets d'orgue modulaire, d'orgue mobile, qui peuvent permettre de jouer en plein air, par exemple. Ah oui. Donc il y a une évolution, bien sûr, actuellement, particulièrement,
de la place de l'orgue, qui sort de l'église, tout en y restant bien sûr pour accompagner les grands événements de la vie de chacun, mais qui se diversifie et trouve sa place dans d'autres circonstances. Ah oui, entendu. Est-ce que des compositeurs aussi créent des œuvres pour l'orgue aujourd'hui? Oui, beaucoup. Il y en a toujours. Ah bon? C'est certainement un des domaines où la composition est extrêmement importante. Oui. Un grand nombre de jeunes compositeurs. Oui. Alors, est-ce que c'est dans la musique contemporaine ou de la musique plus classique? Il y a de tout, mais il y a une véritable création contemporaine, bien sûr souvent qui s'inspire aussi du passé, comme dans toute création artistique, mais il y a beaucoup de recherches aussi actuellement sur de nouveaux timbres, de nouvelles sonorités, et aussi certains commencent à mêler l'orgue purement acoustique, donc l'orgue à tuyaux, à des sons synthétiques. Voilà, donc il y a beaucoup d'expérimentation pour augmenter l'orgue. Voilà, l'orgue augmenté. C'est ça. Oui. Donc c'est un instrument qui, effectivement, d'après ce que vous dites, est plus que ce qu'on croit. Bien évidemment. Et on recommence à en construire dans les salles de concert, alors qu'on les a souvent enlevés, détruits. Il y a donc en France au moins 2 grands orgues de salles de concert, la Philharmonique de Paris et la Maison de la Radio. Alors par exemple au Japon, il y en a énormément. Dans tous les grandes salles de concert, vous avez des concerts d'orgue, et là quand on va à un concert d'orgue, il y a 5000 personnes. Mais les projets existent en France. Bon, je sais pas s'ils se réaliseront, mais enfin c'est vraiment dans les souhaits des organistes et des amateurs d'orgue. Ah oui. Ah oui, c'est tout à fait passionnant ce que vous nous racontez là sur l'orgue. En fait, vous allez un petit peu contre nos préjugés et contre notre ignorance. Il le faut. Oui. Donc, je crois aussi que votre souci en tant que présidente de plusieurs associations, c'est pas seulement la musique peut-être, ou c'est beaucoup plus de choses autour de la musique. C'est le patrimoine en général. Donc, effectivement, je participe aussi à des restaurations de châteaux. Mais donc, la musique, en particulier l'orgue, pour moi, sont des éléments du patrimoine. C'est un patrimoine vivant. Oui. Et c'est aussi sans doute l'occasion de rencontres, de convivialité. Alors ça, tout à fait. Personnellement, à tous mes concerts, j'invite le public à venir rencontrer les artistes, à discuter avec nous. Il y a souvent des pots, enfin voilà. Donc c'est un lieu, pour moi, je souhaite que ce soit effectivement au cœur de la ville, un lieu de rencontre et d'échange. Oui, je comprends. Alors, quelles sont les missions, par exemple, de votre association, les Amis de l'Orgue de Saint-Denis, de Sainte-Adresse? Bien d'abord, nous avons un instrument très intéressant. Il faut dire, donc un des beaux instruments de la ville du Havre. Donc c'est de le faire vivre. C'est à travers l'orgue de Sainte-Adresse de faire connaître l'instrument orgue en général, parce que j'organise des visites et et tout le monde est autorisé à essayer d'ailleurs, même si on fait pas de musique. Je pense que la découverte et de rentrer dans un orgue, c'est quelque chose dont on se souvient et qui suscite souvent, qui déclenche, comme moi, une passion. Alors d'une part c'est ça, faire connaître l'orgue en général, et puis aussi donc l'orgue, comme tous les orgues, a beaucoup été utilisé et actuellement il est un petit peu fatigué, et bien sûr nous prévoyons de faire des travaux pour qu'il puisse rester en forme comme vous allez l'entendre dimanche, mais néanmoins il est nécessaire, il est temps de se pencher sur sa santé et de faire quelques travaux pour lui permettre de continuer à jouer comme on le connaît. Voilà. Ah oui. Donc nous, bien sûr, nous solliciterons votre générosité pour aider l'association à faire ce qu'on appelle un relevage. Là, c'est pas une restauration complète. Il est encore, on va le garder tel qu'il est. Il marche, mais voilà, il a besoin
il est temps d'intervenir pour qu'il continue à assurer donc son rôle. Bien sûr, mais je crois que vous bénéficiez de nombreux soutiens. Oh, écoutez, là, l'unanimité, on a vraiment un soutien de la paroisse, de la municipalité, un public qui commence à vraiment à nous suivre. Donc là, c'est tout à fait motivant et positif. Oui. Les photos que vous présentez dans votre exposition, je crois, recouvrent un grand périmètre, un grand tout à fait. Hein. Oui. C'est donc, on va dire, la synthèse de 2 voyages d'ailleurs, en Allemagne, ou partout où Jean-Sébastien Bach a vécu, c'est-à-dire donc Saxe-Thuringe, et également nous sommes allés en Allemagne du Nord, à Lübeck, où Jean-Sébastien Bach était allé rencontrer Buxtehude. Donc c'est sur une bonne partie de l'Allemagne. Donc je montre les lieux où Bach a vécu, où il a séjourné, les orgues qu'il a joués, qu'il a connus, et d'autres de facteurs, disons, tout au moins contemporains de Bach. Oui. Donc c'est l'orgue allemand que nous découvrirons. Oui, et puis une meilleure connaissance de Bach. Vous nous proposez de le découvrir plus à fond. Absolument. Oui. Donc je donne le rendez-vous, donc dimanche 11 octobre à 16h à l'église Saint-Denis de Sainte-Adresse. Tout à fait. Voilà. Et l'exposition est dans l'église ou? Elle est dans l'église, donc je conseille de venir en avance, voilà, pour pouvoir, en attendant le concert, découvrir l'exposition. Et l'entrée est libre, donc il n'y a pas de problème pour entrer. Oui. Et bien sûr, nous ferons une petite appel à votre générosité à la sortie, si vous le souhaitez. Oui, voilà. Et si l'on a envie de vous joindre, alors est-ce que vous avez une page Facebook, un site, un blog? Non. Pour l'instant, non. Mais j'ai sur les affiches mes coordonnées figurent, voilà. Ah voilà, d'accord. Donc on se réfère à votre numéro de téléphone, par exemple. Voilà, tout à fait. Très bien. Écoutez, Claire Dardivelle, je vous remercie énormément de nous en avoir tant appris, dans le fond, en si peu de temps sur l'orgue. Et puis rendez-vous dimanche à 16h. Tout à fait. Voilà. À 16h. Je vous remercie. Voilà. Au revoir, Claire Dardivelle. Au revoir. Merci beaucoup.
Benoît Carlier, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour Isabelle. Oui, alors vous êtes vice-président de l'association Le Grenier et je vous rencontre lors du LH Forum, le Forum de l'économie positive, où vous représentez votre association. Tout à fait. Vous pouvez nous la présenter à nos auditeurs ? Très, très rapidement, en 2 mots. Donc, d'abord, savoir que ça existe depuis 20 ans. Hein, on a été une petite équipe dans laquelle j'étais, qui a créé avec Françoise Tristan il y a 20 ans le Grenier, chantier d'insertion. Chantier d'insertion, c'est un statut. On est une association, loi 1901, mais le chantier d'insertion, c'est un peu particulier parce que c'est financé, il faut le savoir, à 75% par l'État. Alors, en contrepartie, nous, on a une prestation et on est évalué tous les ans par la directe, par l'État, sur nos résultats en termes de réinsertion, donc, puisqu'on est chantier d'insertion, c'est-à-dire quels sont les gens qui sortent de chez nous avec du boulot, en CDI, en CDD, avec une formation qualifiante, avec et ayant fait un parcours chez nous avec des formations, ils ont suivi des formations, ils ont eu souvent des diplômes qualifiants et ça leur permet d'être, le Grenier est au fond un tremplin pour eux pour retrouver du boulot. C'est ça. Alors quelle formation proposez-vous ? Alors il se trouve qu'on propose nous des formations en interne. Ce sont des formations par exemple en informatique. On leur donne des cours pour qu'ils soient autonomes sur leur CV, capables de mettre à jour leur CV, d'élaborer leur CV. Mais on leur donne des cours aussi de rattrapage en arithmétique, en français. Et puis aussi on les entraîne beaucoup, on les coach pour les entraîner sur les entretiens d'embauche. Puisque bien sûr on les aide à refaire leur CV, mais on les aide aussi à savoir se présenter, se vendre en cas de bien sûr où ils postulent à un emploi, ils ont forcément des entretiens et là nous on les entraîne à ça, de façon à ce qu'ils sachent argumenter pour défendre leur cursus. Oui, c'est très important. Voilà. Oui. Et puis sinon surtout on finance des formations à l'extérieur, c'est-à-dire on les envoie dans des formations pendant qu'ils sont chez nous, toujours payés par nous et toujours sous notre responsabilité, mais ils vont suivre des formations quelquefois de 8 jours, de 15 jours, de même 2 mois parfois, dans le cadre de leur projet professionnel. Ah oui, entendu. Et vous avez aussi des boutiques ? Alors, effectivement, oui. C'est de la réinsertion par le travail, donc il se trouve qu'on a choisi, nous, une activité qui est le recyclage des vêtements. D'accord. Donc, pour ça, on récupère il y a des bornes en ville, tout le monde les connaît, tout le monde les voit maintenant, il y en a une bonne centaine et nous sommes un collectif mais dont le Grenier est le leader, mais il y a aussi dans ce collectif la Croix-Rouge, Emmaüs, le Secours catholique, le Secours populaire, voilà. Donc, mais il se trouve que c'est nous qui sommes leaders de ce collectif, et c'est-à-dire que la majorité des bornes sont gérées par nous. C'est nous qui les avons posées, autorisées bien sûr, c'est finalement une délégation de service public qui nous a été donné par la CODA et la communauté de communes. Donc on récupère ces vêtements, les gens peuvent nous les apporter, 28 rue Capuchet aussi, bien sûr, et puis on trie, et puis on repasse, et puis on lave, et puis on a 2 boutiques en ville et on approvisionne toutes les semaines, 3 fois par semaine nos boutiques avec des vêtements. À des prix sans doute alors, bien sûr, sans concurrence. C'est à des prix très bas. Oui. Et il y a de très belles affaires à faire au Grenier, c'est évident. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que quand vous achetez quelque chose, c'est un vêtement unique. Il n'y en a pas de pareil. Bien sûr. Alors vous avez combien de gens en formation en ce moment ? Oui, donc aujourd'hui, on est un des plus gros chantiers de Normandie, des chantiers d'insertion. Et il y a 110 personnes aujourd'hui en permanence en insertion au Grenier, encadrées par 11 personnes qui sont eux des salariés à temps plein. Et qui encadrent et animent. Et alors quels sont les critères de recrutement, on va dire Oui. Alors c'est une bonne question. Effectivement, tous les gens qui viennent chez nous pour être éligibles au Grenier, bien sûr, il faut être au RSA ou disons en tout cas au chômage depuis plus de 3 ou 4 ans, donc éloigné de l'emploi. Et donc il faut être agréé par Pôle emploi aujourd'hui pour venir chez nous, parce que tout le monde ne peut pas venir. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc c'est un contrat de 2 ans maximum, 24 mois, et en moyenne les gens restent 12 mois. Oui. Parce qu'après ils repartent et souvent avec c'est ça l'objectif. Et on espère qu'ils sont devenus autonomes. Voilà, et c'est ça l'objectif. Et c'est formidable. Merci beaucoup Benoît Carlier. À bientôt. Merci. Dans une de vos boutiques, bien sûr. Merci, au revoir. Oui, plaisir.
Viva Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous signale une exposition à la bibliothèque Armand Salacrou intitulée Bulles et croquis, les secrets de la BD havraise. Elle dure jusqu'au 9 janvier. Il faut dire que la réserve de la bibliothèque Armand Salacrou conserve des planches originales d'auteurs de bandes dessinées havrées, de naissance ou de cœur, et que les planches préparatoires, crayonnées, ébauches de scénarios révèlent effectivement un processus créatif complexe qui met en jeu un trait, une trame narrative, une vignette. Je ne peux que vous inviter à aller voir cette exposition. Je vous signale également aussi des petites photos adossées à un texte dans l'architecture Perret encadrant le square Saint-Roch. Il s'agit des cadres de béton de l'avenue Foch. Ces fenêtres sont devenues des fenêtres vers le passé, car le projet de Karine Chevalier, cueilleuse d'histoire, et Rachel Doumerc, architecte et photographe, consistait à recueillir des témoignages durant le confinement. Le projet s'intitulait « Ta fenêtre sur écoute ». Faites un petit tour pour voir ces photos et lire ces textes qui sont tout à fait émouvants. Vous pouvez les retrouver sur le site tafenêtresurécoute.com et lescueilleursdhistoire.fr. À bientôt, consultez notre site et notre page Facebook, écoutez notre émission, écoutez aussi le 8 à 9 de Mathieu Le Chevalier ou le 5 à 6 de Tiffaine Rago. Merci à eux pour leur constance et leur soutien. Je vous invite également à adhérer, rejoignez-nous. À bientôt, à dimanche prochain.